Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako, 14h à Niamey au Niger. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, le président du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, est à Bamako depuis ce matin pour une visite d'amitié et de travail. L'hôte de marque aura des entretiens au cours de la journée avec son homologue malien, le général d'armée Assimi Goïta. Les échos de cette visite avec nos équipes de reportage déjà sur le terrain de l'aéroport président Modibo Keïta de Bamako-Sénou au palais présidentiel de Koulouba. Les élèves reprennent les chemins des classes demain mercredi partout au Mali. Une rentrée scolaire synonyme de dépenses supplémentaires pour les parents. Alors, comment se présente le marché des fournitures scolaires? La réponse dans ces dossiers de la rédaction Au Proche-Orient, c'est un véritable revirement de Benjamin Netanyahou, moins de 24 heures après avoir donné son feu vert au plan de paix proposé par le président américain Donald Trump pour Gaza. Le premier ministre israélien fait marche arrière ce mardi. Les sports Coupe du Mali de handball, les Sigui de Caille en dames et l'Isfas en messieurs ont rapporté hier les trophées football éliminatoire Coupe du Monde 2026. La FIFA sanctionne l'équipe du Sud de l'Afrique du Sud pour une faute administrative. Avec Seragatou Cissé, nous parlerons également de la Ligue des champions d'Europe. Et puis le grand format de ce journal fait un zoom sur les amateurs d'arachides grillés ici à l'ORTM. Bourama Traoré nous édifiera ce que représente cette légumineuse pour certains agents de votre chaîne de radio et télévision nationale. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Je le disais tantôt, c'est aux environs de 10 heures que l'avion militaire transportant le président nigérien, général d'armée Abdourahmane Tiani, a atterri à Bamako à l'accueil de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nyanya Alou Traoré, bonjour. Bonjour, Soumaïla Berté. Vous étiez à l'accueil du président du Niger. Raconte-nous le film de son arrivée. Oui, écoutez, Soumaïla Berté, permettez-moi d'abord de mettre en exergue les deux faits majeurs qui traduisent la profondeur des relations entre Bamako et Niamey. Le Mali a d'abord été le premier pays à soutenir les autorités nigériennes lors du changement de régime en 2023 et en retour, le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, a consacré sa première sortie sous-régionale à notre pays. 2 ans après cette visite d'amitié et de fraternité mémorable au peuple malien, le revoilà le président nigérien à Bamako. Il est accueilli chaleureusement par son frère malien, le général d'armée Assimi Goïta. Il est 10h15 ce mardi 30 septembre 2025. Nous sommes à l'aéroport international président Modibo Keïta à Sénou. Avant, les salutations d'usage aux personnalités présentes, notamment les corps constitués, les membres du gouvernement et les ambassadeurs en service au Mali. Les deux personnalités font la revue des troupes pour ensuite respecter l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et celui de l'AIS. Ensuite, les deux présidents rendent également les honneurs à la communauté nigérienne vivant au Mali. D'ailleurs, cette dernière se dit très fière de les rencontrer et les encourage dans leur combat contre le terrorisme et l'impérialisme. On les écoute. Nous sommes très heureux de rencontrer notre président Tiani. Ça renforce notre foi, nos relations diplomatiques et la population aussi. Déjà, il y a l'AES, il y a déjà la création de l'AES avec le mariage, tout ça, parce que moi, mon mari est malien. Donc, et vu les relations des deux pays encore, ça a renforcé plus. Je suis très content d'être ici pour accueillir le président de la République du Niger, son Excellence Abdourahmane Tiani. Et je suis très content aussi de voir aussi le président Goïta, le Niger, le Mali, le Burkina. Et c'est un seul pays. Par exemple, moi je suis Touareg, il y a les Touaregs membres du gouvernement ici. Le premier ministre du Mali est méga. Et nous avons un premier ministre méga au Niger. Donc nous sommes un seul pays divisé par les Blancs. L'AES a été une très belle chose. Il le fallait, que ça soit cette situation qu'on connaît ou pas, mais c'était l'idéal pour nous. Parce qu'on était déjà OK, on était déjà ensemble. Il n'y a plus de limites. On souhaiterait que Dieu fasse que ça continue comme ça et que Dieu nous assiste dans notre idée et qu'il nous protège contre tout ce qui peut mettre fin à cette alliance-là.
Soumaïla Berté, le général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, est à Bamako pour 24 heures. Et dans son agenda, il est prévu une séance de travail avec le président Goïta qui sera élargie aux 2 délégations. Il faut signaler que les 2 chefs d'État ont déjà, durant une bonne quinzaine de minutes, échangé dans le salon présidentiel de l'aéroport. Probablement au menu de la brève entrevue, les dossiers communs à nos 2 pays comme la sécurisation des frontières et le renforcement du multilatéralisme dans notre espace confédéral. À 10h45, les convois prennent la direction de la ville où une foule anodine a pris d'assaut l'artère principale au niveau de l'échangeur de Torokorobougou. Dans les mains flottent les drapeaux des 3 pays de la Confédération en guise de salutation au président, particulièrement le général Tiani, comme le veut la traditionnelle hospitalité légendaire malienne Soumaïla Berté. Merci Nyanya Alou Traoré, le président du Niger, c'est le général d'armée Abdourahmane Tiani. Merci quand même Nyanya Alou Traoré. Oui. Nous aurons donc plus de détails sur cette visite du président Tiani dans notre pays dans nos prochaines éditions. Et cette nouvelle, avant de nous quitter, Nyanya Alou Traoré, l'état-major général des armées informe l'opinion que l'aviation FAMA a mené dans la nuit du 29 septembre 2025 des frappes de précision sur des bases terroristes dans le secteur des Antché-Bougou, région de Bougouni. Ces frappes ont détruit plusieurs refuges à partir desquels étaient planifiées des exactions. L'état-major général des armées réaffirme la ferme volonté des FAMA à traquer et à neutraliser les groupes armés terroristes où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Et je le disais tantôt dans les titres, l'ouverture des classes, c'est demain mercredi sur toute l'étendue du territoire national et c'est donc dans quelques heures et les dépenses des familles vont crescendo. Cette période est la période pour les parents reste à l'achat des fournitures et effets scolaires pour les enfants. Alors comment se présente le marché des fournitures? Awa Adama Koulibaly a fait le tour de quelques lieux de vente, suivant son reportage. À pareille heure, l'effervescence doit être palpable autour des fournitures scolaires. Mais le marché est encore morose, nous dit Mohamed Dramé, vendeur de fournitures scolaires. Dans le marché d'Ibidani, le marché tourne vraiment au ralenti. J'attribue cela à la conjoncture actuelle. Oumar Koulibaly, vendeur de fournitures scolaires, au bord du goudron à Lafiabougou. Les clients viennent petit à petit. Comme les gens n'ont pas l'habitude de venir, ça veut dire avant, tout le monde attend, ça veut dire les dernières minutes. Les parents qui se présentent cherchent des pépites pour des élèves de différentes classes. Bonjour, comment allez-vous? Je suis venu pour acheter le matériel pour mes frères. Mon frère, lui, fait la 8e année, l'autre fait la 4e année. Les enfants, il y a un qui fait le jardin d'enfants, et l'autre, lui, il fait la 3e année. L'une fait la 5e et leur grande sœur fait la 9e cette année. Je viens faire des achats pour un élève de la terminale, seulement un élève de la terminale. Pour ce qui est du prix, personne ne semble se plaindre. Alassane Dambélé, parent d'élèves. Toutes les années, c'est ici quand même que moi je viens acheter mes fournitures pour les enfants. Donc je ne vois pas trop de différence par rapport à l'année dernière. Docteur Mariam Si, parents d'élèves. Ça dépend également de ce que vous voulez avoir comme fourniture. Si vous voulez avoir de la qualité, il faut mettre du prix, forcément. Oumar Koulibaly, promoteur de la librairie Le Larousse. Il n'y a pas eu d'augmentation. Au contraire, ça veut dire que le marché de fournitures scolaires a très baissé cette année. Madame Sidibé Mariam Togola vient de Ségou. Elle fait d'une pierre 2 coups. Je suis venue acheter les fournitures scolaires de nos enfants. Ils sont neufs, dont un au préscolaire. Je vends déjà des sacs et je profite pour m'approvisionner en cahiers. J'ai trouvé le prix abordable. Ils m'ont vendu le paquet à 1000 francs CFA. Comme Mariam, les saisonniers sont présents un peu partout en cette veille de la reprise des cours. Un phénomène qui perturbe les permanents. Youssouf Koulibaly, commerçant. En cette période, tout le monde s'improvise vendeur de fournitures scolaires. Mais une fois la rentrée passée, chacun se retire. Nous qui restons dans le secteur toute l'année, nous en profitons beaucoup moins. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Chacun cherche une porte de sortie. Après un premier achat, il faut aussi prévoir un deuxième lot de fournitures, au cas où. On met des cahiers en réserve pour remplacer ceux qui seront gâtés ou perdus. Certains peuvent bien entretenir, d'autres, bon, ça peut se perdre, ça peut se casser. Donc, les parents doivent être toujours prêts
vraiment à venir au secours. Pour garder les effets scolaires en bon état, notamment les cahiers et les livres, les parents n'hésitent pas à mettre de nouveau la main à la poche. Draman Teli fait de la plastification depuis plus de 30 ans. Le cahier, je les plastifie. Les cahiers de 100 pages, je les vends à 400. Les cahiers de 200 pages, je les vends à 800 francs l'unité. Quand on amène les cahiers, je plastifie un cahier à 200 francs. Mais si c'est trop, on négocie. Après tant d'efforts, les parents n'attendent pas moins des occupants des bancs. Il doit prendre soin de ces matériels-là parce que l'argent qu'on vient de donner, c'est beaucoup quand même. Parce que 50 000 là, c'est pas facile. Surtout d'étudier, parce que les parents, ils mettent les mains et les pieds. On attend toujours des résultats et des bons résultats, on va dire, de manière générale. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako a procédé à la fermeture. Malgré les grands moyens déployés par les autres. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako a procédé à la fermeture d'une station de service pour non-respect des prix de vente du carburant. Au lieu de 775 francs CFA, la dite station vendait les litres à 825 francs, toutes choses qui vont à l'encontre des décisions des autorités. Benoît Fofana. Malgré les grands moyens déployés par les autorités de la transition pour la fourniture de l'hydrocarbure, suivi des explications données par le PDG de l'Office malien des produits pétroliers, il y a de cela quelques jours, certains s'entêtent à augmenter le prix plafond à la pompe. Par exemple, ici à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, il a été constaté par les agents de la direction régionale du commerce que certains opérateurs jouent au plus malin, profitant de la situation des jours précédents pour vendre plus cher le carburant. La direction régionale du commerce, qui contrôle le marché pour le bonheur des consommateurs, a procédé à la fermeture de la station dénoncée. Fousseini Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Une fois sur le terrain, nous avons constaté qu'effectivement, c'est affiché que la station est en train de vendre l'essence à 825 francs le litre. Et pourtant, ce que l'État a fixé comme prix plafond, ça c'est 775 francs le litre. Donc cette station va être sévèrement sanctionnée. La DRCC entend mener une lutte farouche contre toute spéculation. Et pour y parvenir, elle compte sur le soutien de la population. Tous les opérateurs qui seront pris seront sévèrement sanctionnés, selon le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako, Fousseini Bamba. Quelques éléments ne peuvent pas se cacher dans des quartiers pour pouvoir augmenter comme ça le prix. Quelle que soit la quantité que vous disposez, vous devrez vendre vraiment au prix indicatif plafond de l'État. Nous demandons aux consommateurs, à chaque fois quand ils partent au niveau de ces différentes stations, qu'ils vraiment contrôlent les prix. À chaque fois quand ils constatent qu'effectivement qu'il y a une augmentation du prix, au-delà du prix indicatif plafond, vraiment d'informer les équipes techniques, c'est-à-dire de nous informer, la direction régionale du commerce ou la direction générale du commerce. Le directeur régional du commerce a mis à profit cette occasion pour saluer le courage des opérateurs qui ravitaillent nuit et jour le pays pour la satisfaction des consommateurs et prévenir les pénuries. Cette première fermeture de stations d'essence est un message clair et fort envoyé par Bamba et son équipe aux autres pétroliers. Direction 5e région, les concertations régionales sur la justice ont démarré ce lundi à Mopti. Les participants venus des régions du Nord et du Centre débattent pendant 2 jours autour des thématiques liées à ces concertations afin de formuler des recommandations. Orte Mopti, Suleiman Sidibé. En prélude au Forum national sur la justice, le ministère de la Justice garde des Sceaux lance des concertations régionales du ressort des cours d'appel du Mali. L'étape de Mopti regroupe les acteurs de la justice, les partenaires et les populations du ressort de la Cour d'appel de Mopti. Elle vise à réformer et harmoniser le système judiciaire en adaptant les compétences territoriales et les procédures aux réalités contemporaines. Le débat est donc lancé autour de cette thématique, à savoir conditions de distribution de la justice, la restauration de la confiance des citoyens, les perspectives de développement du secteur, les défis de la justice pour la stabilité et la paix sociale, la gestion pénitentiaire, les droits de l'homme et enfin justice et culture. Bakary Soliba Koulibaly, chef de cabinet du ministre de la Justice. Les thématiques sont préparées de manière à permettre effectivement aux participants de pouvoir débattre de toutes les questions
qui sont en droite ligne aujourd'hui des préoccupations de la justice. Les recommandations qui vont sortir effectivement de ces ateliers-là vont nous permettre en ce moment de pouvoir finaliser un programme décennal qui est en cours d'élaboration. Nous souhaitons qu'au niveau des concertations régionales, les participants puissent effectivement apporter leur contribution sur toutes les thématiques qui sont retenues. Général des brigades Daouda Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Pour les présentes concertations régionales, nous avons été mandatés pour représenter les populations de nos différentes régions en vue d'échanger sur les problèmes essentiels évoqués à travers les thématiques retenues. Ces échanges se feront en tenant compte des enjeux stratégiques et géopolitiques du moment, notamment ceux liés à la Confédération des États du Sahel. Les participants venus des 8 régions du Nord et du Centre proposeront des recommandations concrètes pour la refondation du secteur de la justice comme annoncé par les autorités de la transition. Mopti, Suleiman Sidibé, Suleiman Tebouske pour l'ORTM. 13h16, l'actualité hors de nos frontières au Niger. Au Nigeria, la tension monte à la méga raffinerie de Dangote près de Lagos. Depuis hier, les salariés sont en grève après le licenciement de 800 travailleurs membres d'un syndicat. Selon eux, ces employés sont remplacés par des travailleurs étrangers, ce qui ravive un sentiment d'injustice. Les syndicats Pengazan a menacé de bloquer l'approvisionnement en pétrole brut, un moyen de pression pour faire entendre leur voix. De son côté, le groupe Dangote dénonce un sabotage économique. Le gouvernement inquiet appelle au calme, conscient que cette crise pourrait affecter une économie déjà fragile. Au Gabon, le parti du président Brice Oligui Nguema, l'Union démocratique des bâtisseurs, est en tête des législatives du 27 septembre, mais la contestation ne faiblit pas. L'opposition dénonce plusieurs irrégularités. Inquiet, le président fraîchement de retour d'un déplacement a rencontré son ministre de l'Intérieur et les chefs militaires pour tenter d'apaiser la situation. La Cour constitutionnelle devra trancher avant le second tour fixé au 11 octobre prochain. De son côté, l'opposition dénonce un retour aux pratiques d'autrefois et questionne sérieusement la légitimité de ce scrutin. Au Maroc, la jeunesse s'est à nouveau fait entendre hier pour la 3e soirée consécutive. Plusieurs centaines de jeunes ont pris la rue dans les grandes villes, dont Rabat, la capitale. Ils réclament des réformes urgentes, notamment pour améliorer l'éducation et la santé publique. Derrière ce mouvement, un collectif appelé Gen Z 212 né sur la plateforme Discord qui porte les espoirs et les frustrations d'une génération en quête d'un avenir plus juste, un accès digne à l'éducation, à la santé et un combat contre les malversations. Si la plupart des rassemblements sont restés pacifiques, les forces de l'ordre sont parfois intervenues avec force, dispersant la foule et procédant à plus d'une centaine d'arrestations. À Madagascar, la rue a fait plier le pouvoir sous la pression des manifestations. Le président Andry Rajoelina a annoncé hier soir le renvoi de tout son gouvernement, y compris le Premier ministre. Depuis plusieurs jours, des milliers de jeunes malgaches descendent dans la rue pour réclamer des changements, dénonçant la pauvreté, la répression et l'indifférence du pouvoir face à leur quotidien. Selon l'ONU, au moins 22 personnes ont trouvé la mort et dont plus de 100 autres blessés depuis jeudi dernier. À Antananarive, la tension reste vive, marquée par des pillages, des arrestations, scènes de chaos, une contestation profonde portée par une population en quête de changement. Au Proche-Orient, c'est un véritable revirement de Benjamin Netanyahou, moins de 24 heures après avoir donné son feu vert au plan de paix proposé par le président Donald Trump pour Gaza. Le Premier ministre israélien fait marche arrière ce mardi. Le plan présenté comme une sortie de crise prévoyait l'arrêt immédiat des combats, les désarmements du Hamas, une administration internationale temporaire pour reconstruire Gaza et un échange d'otages contre près de 2000 prisonniers palestiniens. À terme, un retrait progressif de l'armée israélienne était aussi envisagé. Mais ce mardi matin, Netanyahou demande toute acceptation d'un État palestinien, pourtant clairement évoqué dans les projets américains. Dans son propre camp, les critiques fusent. Certains parlent déjà d'un échec diplomatique. Retour à l'actualité au plan national dans quelques instants.
Venons-en à présent au grand format de ce journal. Savez-vous qu'à l'ORTM, il y a des grands amateurs d'arachide grillé. Ici, on en consomme sans modération et elle donne de l'étincelle au débat dans beaucoup de bureaux. Des bons desserts selon certains et un remède contre la faim pour d'autres. Les amateurs ne manquent pas d'arguments pour apprécier les bienfaits de cette légumineuse. L'affection des agents de Bozola pour l'arachide grillé fait le bonheur de ces vendeuses dont les recettes connaissent une hausse. Nous avons promené notre micro dans les couloirs, les bureaux de l'office à la rencontre des consommateurs de cet aliment qui témoignent sous l'anonymat. C'est le grand format signé Bourama Traoré. Ce client est vite servi. En attendant qu'un autre ne se présente, ce geste, cette vendeuse d'arachide le répète plusieurs fois par jour. Autour d'elle, un fourneau rempli de charbon sur lequel est posée une pôle contenant du sable qui sert à griller l'arachide. De la passion du service public à la passion de l'arachide grillé, le pas ne semble pas difficile à franchir ici à l'ORTM. Chaque jour et dans beaucoup de bureaux, on la croque et on se taquine. La bonne humeur est bien au rendez-vous. Ici, l'arachide grillé s'achète et se consomme comme du petit pain. J'aime l'arachide parce que je viens d'une zone qui en produit suffisamment, à savoir la région de Kita. Elle fait partie de notre alimentation. Je consomme de l'arachide 5 jours sur 7 et je dépense entre 500 et 2500 francs CFA. Je ne peux pas expliquer mon amour pour l'arachide grillé. Croquer l'arachide grillé me donne la forme. J'investis entre 200 et 500 francs par jour dans l'achat de l'arachide. Du dessert pour certains, du déjeuner pour d'autres, le dénominateur commun reste la satisfaction d'un besoin. Quand le repas commun est servi, de passage, on se joint volontiers au groupe pour partager ce moment dit de plaisir. On s'invite donc à la table de croque, mais aussi on met parfois la main à la poche pour en rajouter aux gousses ou aux graines grillées. Moi, personnellement, je préfère l'arachide grillé à seul cru pour des raisons de santé. L'arachide sert de dessert pour certains et de déjeuner pour d'autres. On remarque cela quand le fameux aliment est servi. Il n'y a pas d'heure précise pour en consommer. Elle remplace parfois le repas. Un moment de détente pour les professionnels de l'information qui ont pour quotidien, de par la nature de leur travail, le stress. Le temps d'oublier un moment ses soucis et bien recharger les batteries pour accomplir au mieux les tâches. Par jour, on peut acheter 750 francs d'arachide. Par semaine, on dépense près de 5000 francs dans l'achat de cet aliment. Cela permet de fructifier les activités de nos sœurs qui évoluent dans ce domaine. Ici, à l'ORTM, on achète surtout avec les vendeuses installées juste à la porte. J'aime beaucoup l'arachide grillé. Quand j'ai faim, je me dirige vers la vendeuse Kadia. En cas de pluie, j'ai des inquiétudes comment m'approvisionner, même si on est souvent mal accueilli par la vendeuse. À chaque saison, la même scène est observée au quotidien dans la cour de l'office, où on peut y apercevoir des sachets plastiques noirs contenant les fameux aliments souvent chauds, destination finale les tables des bureaux. Un festin qui se déroule très loin des projecteurs, mais souvent autour d'un bon verre de thé. Je consomme toutes sortes d'arachides, grillés ou crus. À cause de l'ulcère, j'ai beaucoup réduit la consommation. Dans notre bureau, il y a eu un moment, on achetait pour 2000 francs CFA. On avait une commande spéciale avec une vendeuse tous les jours. Un plaisir des consommateurs qui fait le bonheur des vendeuses de cette légumineuse. Tout le monde y trouve son compte. Fatoumata Fofana est vendeuse d'arachide depuis une vingtaine d'années. Elle prend ses quartiers non loin de l'entrée principale de l'ORTM. Ses principaux clients sont donc les agents de l'office. Les agents de l'ORTM achètent beaucoup d'arachides. Ils constituent la majorité de mes clients. Par jour, je peux vendre 10 000 francs CFA et la semaine entre 25 000 et 30 000 francs CFA.
Pendant cette saison d'arachide, sa recette connaît une hausse. Comme elle, Kaja Diarra, qui boucle cette année ses 30 ans d'expérience dans le domaine, ne se plaint pas, bien au contraire. Je ne peux pas vous dire exactement ma recette journalière. Ce qui est sûr, je vends beaucoup d'arachides par jour. Quand j'achète 50 kg d'arachides, ils ne font pas 2 jours. Généralement, beaucoup achètent pour 500 francs. Au-delà du profit, l'arachide semble tisser un lien fort entre ses vendeuses et les agents de Bozola, créant ainsi une sorte de mariage entre l'informel et le formel, mais pas seulement. Grâce à la vente de l'arachide, je parviens à subvenir à mes besoins, l'habillement notamment. Cette activité nourrit bien son nom. Les agents de l'ORTM et moi, c'est presque la famille. C'est pourquoi je suis obligée de leur vendre de bons produits. Mon principal souci, c'est de les satisfaire et de faire recette. Certes, on attribue la paternité de l'arachide au Malinké, mais on peut toutefois parier que si l'on organisait un concours du grand consommateur d'arachide aujourd'hui, il n'est pas évident que la palme revienne à un Malinké, car lorsqu'il s'agit de l'arachide, toutes les ethnies se sentent concernées. Bonjour, c'est Ragato CC. Bonjour, Soumaïla Berti. L'actualité des sports, c'est d'abord la Coupe du Mali de handball. Le Siggi de Caille en dames et l'USFAS en messieurs ont rapporté hier les trophées. Le Siggi de Caille en série dames a disposé du centre omnisport de l'AFBOugou COL 38-30. Les Caïsiennes réalisent du coup le double coupe championnat. En série messieurs, l'USFAS a battu le centre omnisport de l'AFBOugou COL 34-21. En résumé, le Siggi de Caille dames et l'USFAS messieurs bouclent la saison 2024-2025 en apothéose. Tournoi IFOA zone 2 Ouest A, les délégations commencent à fouler le sol malien. La première délégation à prendre la température du Mali est la Sierra Leone. Elle a été accueillie à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par les membres de la Commission nationale d'organisation locale. La Sierra Leone, faut-il le rappeler, est dans le groupe B. Le tournoi proprement dit débute le 5 octobre. Il est qualificatif la CAN des cadets. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, la nouvelle est tombée hier. La FIFA sanctionne l'Afrique du Sud pour une faute administrative. Le 21 mars dernier, l'Afrique du Sud a fait évoluer le joueur Teboho Mokoena face au Lesotho à l'occasion de la 5e journée du groupe C. Le milieu de terrain suspendu pour cumul de jeunes a participé aux 10 matchs gagnés. D'ailleurs, 2-0. La FIFA, saisie du dossier, a examiné et reconnu coupable les Bafana d'Afrique du Sud de violation de l'article 19 du Code de discipline de la FIFA et de l'article 14 du règlement des éliminatoires. En conséquence, l'Afrique du Sud perd le match sur tapis vert 3-0 et doit payer une amende de 10 600 €, soit 6 943 000 francs CFA. Ce verdict relance le groupe C à 2 journées de la fin des éliminatoires. Le Bénin est du coup premier avec 14 points plus 4. Suivi de l'Afrique du Sud de 14 points plus 3, du Nigeria 11 points plus 2, du Rwanda 11 points, du Lesotho 9 points et du Zimbabwe 4 points. Ligue des champions d'Europe, poule unique, la deuxième journée donne le ton ce mardi. À noter les rencontres suivantes: Kairat Almaty, Real Madrid, Atalanta Bergame, FC Bruges, Atlético de Madrid, Eintracht Francfort, Chelsea, Benfica, Lisbonne, Galatasaray, Liverpool, Marseille, Ajax, Amsterdam, Pafos, Bayern Munich, Bodo Glimt, Tottenham et Inter Milan, Slavia, Prague. Cette nouvelle de dernière minute, Soumaïla Berti, le conseil municipal de Milan a voté dans la nuit de lundi à mardi la vente de San Siro à l'AC Milan et à l'Inter Milan pour en construire un nouveau. Ces deux clubs partagent le même stade mais appartenant à la ville de Milan. Le nouveau stade aura une capacité de 71 500 places. Le joyau devra être livré en 2031. La ville de Milan veut accueillir des matchs de l'Euro 2032 co-organisés par l'Italie et la Turquie.
Merci, Sénagatou Sissé, pour toutes ces informations sportives. Ainsi se referme ce journal, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Jafar Tcham, coordination éditoriale Ousmane Daou, à ce microphone Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h passé de 30 minutes. Dans un instant et juste après nous, retrouvez Kani Keita pour les avis et communiqués. Passez un agréable après-midi. Au revoir.